Avec Pablo Escobar, l'argent pouvait acheter le pouvoir. Il soudoyait et intimidait les institutions chargées d'appliquer la loi. Aux responsables publics, il ne laissait que deux choix. Accepter son argent ou risquer d'être éliminé. Cette méthode soumettait fonctionnaires candidats et responsables politiques. Elle deviendrait célèbre sous le nom de plata au plomo. Dans la source, plata signifie l'argent. Plomo renvoie au plomb, donc à la mort. Ce principe résume une partie essentielle du système Escobar. Mais il n'explique pas entièrement le personnage. Son parcours criminel fut long, violent et profondément controversé. La source insiste aussi sur son intelligence commerciale exceptionnelle. Elle souligne également un pouvoir personnel capable d'attirer des relations. Ces relations atteignaient même le monde politique colombien. Avec ses leviers, Escobar bâtit un immense empire de drogue. Derrière cette réussite apparente se trouvait pourtant une brutalité permanente. C'est cette contradiction qui rend son histoire si complexe. Pablo Emilio Escobar Gaviria, né le 1er décembre 1949. Il voit le jour à Rio Negro dans le département d'Antioquia. Il est le troisième enfant d'une fratrie de 7. Son père est un paysan pauvre travaillant sur d'autres terres. Sa mère enseigne dans une école primaire locale. Pendant son enfance, la famille s'installe à Medellín. La ville industrielle connaît alors une croissance rapide. Ses parents espèrent y assurer l'éducation et l'avenir des enfants. Pour Pablo, cet espoir ne se réalise pas. Medellín est aussi marqué par une criminalité élevée. À 14 ans, Pablo entre dans un gang. Son comportement criminel finit par lui coûter sa scolarité. Il participe déjà à plusieurs affrontements avec d'autres membres de gangs. Lors d'une dispute, il est battu par un rival. La rancune demeure après cette première confrontation. Plus tard, Pablo tire dans la jambe de ce rival. L'affaire est signalée à la police. Pablo passe alors plusieurs jours en prison. Cette détention ne freine pas son comportement client. À sa sortie, ses activités deviennent au contraire plus graves. Avec plusieurs proches, il commence par de petits délits. Deux versions circulent sur ses premières activités lucratives. L'une parle du vol de pierres tombales dans des cimetières. Elles auraient été retravaillées avant d'être revendues. Une autre version évoque la fraude et la falsification. Pablo aurait vendu de faux diplômes scolaires et universitaires pour eux. La source reconnaît qu'il est difficile de trancher mais sa carrière criminelle devient progressivement plus visible. Ses premiers délits réussissent souvent, sans obstacle majeur. Il passe ensuite à la contrebande de cigarettes. Il rejoint aussi un groupe spécialisé dans le vol de voitures. La violence devient alors plus présente dans ses opérations poissées. Ses activités lui rapportent rapidement des sommes importantes. Une partie de cet argent est prêtée à des entrepreneurs seuls. Ces débiteurs appartiennent parfois aux classes moyennes ou aisées. Pablo dispose déjà de ses propres hommes. Ils servent notamment à enlever certains débiteurs en retard. Les rançons exigées dépassent largement les montants initialement prêtés. Même après paiement, Pablo peut rompre l'accord conclu. Cette méthode nourrit rapidement sa réputation. Un cas devient particulièrement célèbre autour de Diego Echavarria Ponce. L'homme d'affaires est enlevé par le groupe. Sa famille doit verser une rançon de $50 000. L'argent est remis au ravisseur. Diego n'est pourtant jamais rendu à sa famille. La source indique qu'il est ensuite retrouvé mort. Ce meurtre survient pendant l'été 1971. À ce stade, Pablo possède déjà une décennie criminelle. En 1971, la Colombie entre dans l'ère du commerce de cocaïne. La demande illégale augmente aux États-Unis et en Europe. Au départ, le cannabis constitue encore une marchandise dominante. Son coût de production pousse cependant vers une autre option. La cocaïne apparaît plus rapide et moins coûteuse à produire. Elle provient des plantes de coca abondantes en Colombie. Le pays devient ainsi un centre majeur de production. Le contexte politique joue également un rôle dans cette évolution. Dans les années 1960 et 1970, plusieurs zones rurales échappent largement à l'État. Les groupes rebelles contrôlent aussi des territoires forestiers. La source cite notamment les FARC parmi ces organisations. Au début, ces groupes ne produisent pas directement la cocaïne. Ils autorisent toutefois certaines activités illégales sur leur territoire. En échange, ils imposent des taxes aux trafiquants. Ces recettes servent à financer armes, provisions et équipements. Elles alimentent ainsi leur conflit contre le gouvernement.
Plus tard, certains groupes participent directement à la production. L'essor de la cocaïne dépend donc aussi de cette situation politique. Pablo Escobar décide de profiter de cette nouvelle économie. La source associe son entrée au contact de Griselda Blanco. Lui-même prétend pourtant n'être qu'un exportateur honnête de fleurs LSD. Il passe d'abord de la contrebande de cannabis à la cocaïne. Ses débuts le placent comme transporteur de pâtes de cocaïne. Il livre cette matière vers des installations proches de Medellín. Très vite, il refuse de rester simple coursier. Il lance sa propre opération de trafic. Des quantités importantes de cocaïne transformée quittent alors la Colombie. La destination principale devient les États-Unis. Escobar cherche des routes capables d'éviter les contrôles. Cette efficacité attire rapidement l'attention des services colombiens. En mai 1976, il revient d'une opération liée à l'Équateur. Des agents qui le surveillent finissent par l'intercepter. Il découvre 39 kg de cocaïne dans un véhicule. Pablo est arrêté avec plusieurs associés. Sa réponse consiste immédiatement à corrompre la justice. Il parvient à remplacer le premier juge. Le second juge accepte ensuite un pot de vin. Pablo et ses associés échappent finalement à la condamnation. Après cette libération, il organise sa vengeance. Les agents impliqués dans son arrestation sont tués. L'argent lui permet alors d'acheter davantage une liberté judiciaire. Il achète aussi de l'influence institutionnelle. Les policiers et fonctionnaires deviennent des cibles de corruption. Ceux qui refusent peuvent être intimidés ou assassinés. C'est dans ce système que s'impose plata o plomo. Pablo ne tolère pas davantage ses concurrents. Il élimine aussi ceux qu'il considère comme des obstacles. Parallèlement, il construit une image publique plus généreuse. Cette façade contraste avec les milliers de morts évoqués par la source. Escobar croit même que la drogue pourrait devenir légale. Pendant ce temps, le cartel de Medellín continue de croître. Les pots de vin versés aux politiciens protègent ses activités. Pablo soutient financièrement des candidats de plusieurs partis. Certains accèdent ensuite à des fonctions gouvernementales. Cette proximité réduit encore les risques pour son entreprise criminelle. Vers avril 1978, une rencontre accélère son expansion. La source évoque un autre grand trafiquant rencontré dans une propriété rurale. Avec cette aide, environ 19 000 kg sont envoyés aux États-Unis. À la fin des années 1970, Escobar atteint un sommet. La demande de cocaïne est alors extrêmement forte. Mais son avantage vient aussi de la logistique. Il améliore les méthodes d'expédition et contourne davantage les inspections. Le réseau atteint le sud de la Floride. Il s'étend aussi vers la Californie et Porto Rico. D'autres États américains entrent progressivement dans la distribution. Pour cette expansion, Pablo travaille avec Carlos Leder. Il collabore également avec l'Américain George Young. George Young finit cependant par quitter l'opération. Il craint pour sa propre sécurité. Carlos Leder reste alors au cœur du dispositif. Il développe une plateforme de transit dans les Bahamas. Le point central devient l'île de Norman's Cay. Elle se trouve au sud-est des côtes de Floride. Pablo s'associe aussi avec Robert Vesco. Ils achètent une grande partie des terrains de l'île. Une piste d'environ 1 km y est construite. Le site comprend aussi port-hôtel, maisons et installations aériennes pointues. Des entrepôts réfrigérés servent à stocker la cocaïne. Norman's Cay devient une route majeure du cartel de Medellín. Cette route accroît fortement les profits d'Escobar. Une partie de ces profits est transformée en propriétés spectaculaires. Pablo achète environ 2000 hectares dans l'Antioquia. Il y construit la Hacienda Napoleonensis. La propriété réunit maisons luxueuses, zoo, lacs et jardins. Elle comprend aussi statues et installations de loisirs privés. La famille et les membres du cartel utilisent ces équipements. Pablo projette même une forteresse de style grec. Le chantier reste inachevé jusqu'à sa mort en ligne. Mais son argent ne sert pas uniquement au luxe. Il finance aussi des activités caritatives en Colombie. Les employés de ses laboratoires reçoivent des salaires élevés. Des millions sont investis dans des quartiers pauvres de Medellín. Pablo veut transformer ces zones en secteurs plus prospères. Les projets incluent des ensembles de logements. Ils comprennent aussi parcs et stades de football. Des hôpitaux, écoles et églises sont également financés. Cette philanthropie contraste directement avec son activité criminelle. Elle renforce néanmoins son image auprès des habitants pauvres. Son associé Carlos Leder devient lui aussi extrêmement riche. Il propose 2 fois de payer la dette colombienne. En échange, il souhaite une réduction des poursuites criminelles.
Ses offres ne sont jamais acceptées. Vers 1980, Pablo entre lui-même dans la politique. Il soutient la création d'un mouvement lié au Parti libéral. Autour de 1982, il accède au Congrès colombien. Il n'y siège que comme suppléant. Cette position lui apporte néanmoins une immunité parlementaire. Elle lui donne également accès à un passeport diplomatique. Sa notoriété publique s'accroît rapidement. Ses œuvres sociales nourrissent le surnom de Robin des Bois. Interrogé sur sa fortune, Pablo donne une autre version. Il affirme l'avoir gagnée grâce à une location de bicyclette Ponceau. Selon lui, cette entreprise aurait commencé à 16 ans. Au Congrès, cette façade rencontre bientôt une opposition directe. Le ministre de la Justice Rodrigo Lara Bonilla l'accuse publiquement. Il rappelle ses liens présumés avec des activités criminelles. Une enquête revient notamment sur son arrestation de 1976. Le conflit politique devient impossible à contenir. Luis Carlos Galán finit par l'écarter du mouvement libéral. Pablo tente d'abord de résister à cette exclusion. Il annonce finalement son départ de la politique. Cette démission intervient en janvier 1984. 3 mois plus tard, Rodrigo Lara Bonilla est assassiné. La source attribue cet assassinat à un ordre de Pablo. À partir de là, la violence change encore d'échelle. Au milieu des années 1980, Escobar vise directement la justice colombienne. Le principe plata o plomo s'applique désormais aux magistrats. Certains juges refusant ces pots de vin sont assassinés. D'autres acceptent l'argent pour protéger leur vie. La question de l'extradition devient alors centrale. Les trafiquants risquent d'être envoyés aux États-Unis. Cette perspective inquiète particulièrement Pablo Escobar. Il cherche donc une protection politique et juridique. Il fonde et soutient le groupe des extraditables. Son objectif est de combattre toute politique d'extradition. La source relie aussi Pablo à un mouvement guérillero. Le 6 novembre 1985, le palais de justice est attaqué. Le groupe de gauche tue de nombreux magistrats. Une grande partie des juges de la Cour suprême disparaît. En 1986, la Cour suprême invalide un accord d'extradition. Elle estime sa signature précédente juridiquement insuffisante. Pour Pablo, ce répit reste très court. Le président Virgilio Barco Vargas renouvelle rapidement l'accord américain. Escobar cherche alors d'autres moyens de pression. Il prépare aussi sa vengeance contre Luis Carlos Galán. Galán avait contribué à son exclusion politique. Il est finalement assassiné sur ordre d'Escobar. Pablo vise ensuite César Gaviria Trujillo. Celui-ci doit devenir sa prochaine cible. Une bombe est placée sur le vol Avianca 203. César Gaviria avait emprunté cet avion. Il manque finalement ce vol et survit. Les 107 passagers et membres d'équipage meurent dans l'explosion. 2 victimes sont des citoyens américains. Les États-Unis s'impliquent alors directement dans l'enquête. L'attentat accroît considérablement la pression contre Escobar. Le gouvernement de César Gaviria engage ensuite des négociations. Il cherche à obtenir la reddition de Pablo. En échange, Escobar reçoit une réduction de peine. Des conditions de détention privilégiées sont également négociées. Pablo accepte de se rendre en 1991. L'extradition des Colombiens vers les États-Unis vient alors d'être interdite. Des soupçons de corruption entourent cette interdiction constitutionnelle. La source précise qu'aucune preuve définitive n'est établie. Escobar est ensuite détenu à la cathédrale. Cette prison est conçue selon ses propres conditions. Elle dispose d'un terrain de football. Elle comprend aussi bar, jacuzzi et cascade. Pablo possède des téléphones et des ordinateurs personnels. Même détenu, il continue donc ses activités criminelles. Des informations sur cette situation parviennent aux médias. Le scandale devient rapidement public. Le gouvernement décide de le transférer ailleurs. Il veut une prison plus stricte et plus ordinaire. Mais le projet de transfert fuite. Escobar l'apprend avant sa mise en œuvre. Il s'évade alors de la cathédrale. Commence ensuite la dernière phase de sa fuite. La police colombienne le recherche activement. Le gouvernement américain participe aussi à la traque Le cartel de Cali devient également un ennemi dangereux. Le 2 décembre 1993, la chasse prend fin. Pablo se cache dans une maison de Medellín. Le quartier appartient à la classe moyenne. Des forces spéciales colombiennes encerclent la propriété. Elles bénéficient d'une technologie de localisation américaine. Les hommes de Pablo tentent de le protéger.
Un échange de tirs éclate autour de la maison. Escobar essaie de fuir par les toits. Il est touché au corps et à la jambe. Une balle à la tête provoque la blessure mortelle. Une rumeur parle néanmoins d'un suicide. La source ne tranche pas entre ces versions. Pablo meurt un jour après son anniversaire. Des membres des forces spéciales posent ensuite près du corps ainsi. La mort du roi de la cocaïne est célébrée. Après sa mort, l'image de Robin des Bois demeure à Medellín. Ses investissements sociaux continuent d'influencer une partie de la mémoire locale. Beaucoup se souviennent des logements et équipements financés. Ses funérailles rassemblent plus de 25 000 personnes. Dans les années suivantes, certains le considèrent presque comme un saint. Des visiteurs prient même sur sa tombe. Ils espèrent y recevoir une forme d'aide divine. Mais d'autres Colombiens gardent une mémoire totalement opposée. Pour eux, Escobar reste d'abord un criminel brutal. La source insiste précisément sur cette contradiction. Il possédait une intelligence remarquable pour organiser son commerce. Il contrôlait presque toute une chaîne d'approvisionnement. Il savait gérer production, distribution et vente de cocaïne. Ces marchés dépassaient largement les États-Unis. Ils atteignaient aussi plusieurs pays européens. Ses profits auraient parfois atteint 60 millions de dollars quotidiennement. L'expansion touche également des zones de production voisines. La source cite notamment le Pérou et la Bolivie. Pour la logistique, Escobar recrute des partenaires très habiles. Parmi eux se trouve le pilote américain Barry Silpint. Barry connaît les méthodes permettant d'éviter certains radars. De petits avions volent bas au-dessus du golfe du Mexique et Boston. Ils atteignent ensuite l'espace aérien de Louisiane. Des colis de cocaïne sont largués dans des zones isolées. Des équipes terrestres récupèrent ensuite ces chargements. La distribution rejoint la Floride et d'autres États. Cette organisation montre la sophistication de l'empire construit. Pablo comprend aussi l'importance de la confiance publique. Il recherche donc le soutien des populations pauvres. Ses projets sociaux servent directement cette stratégie d'image. Il comprend également le poids des connexions politiques. Ces relations l'aident à réduire les risques d'arrestation. Elles protègent aussi ses opérations contre les autorités. La corruption exploite l'instabilité politique du pays. Les responsables peuvent être achetés pour favoriser ses intérêts. Mais cette intelligence ne peut être séparée de la violence. Escobar élimine policiers concurrents et partenaires devenus menaçants. Des civils sont également victimes de cette logique. Norman Skay illustre cette face plus sombre. Pablo aurait intimidé certains propriétaires refusant de vendre. La source évoque même des habitants tués pendant ces pressions. Barry Seal subit ensuite le même principe de représailles. Il est arrêté par les autorités américaines. Pour obtenir une peine réduite, il devient informateur. Il fournit alors des informations sur Escobar et ses opérations. Pablo découvre rapidement cette coopération. Barry est ensuite assassiné pour le faire taire. Enlèvement, meurtre et attentat deviennent des instruments de gestion. L'explosion d'un avion pousse cette violence à son extrême. Ces méthodes provoquent peur et chaos dans la société. Leurs effets se prolongent bien après la mort d'Escobar. L'héritage d'Escobar touche d'abord sa propre famille. Son épouse est Maria Victoria Henao. La différence d'âge entre eux est importante. La mère de Maria s'oppose d'abord à leur relation. Elle connaît déjà la nature des activités de Pablo. Elle avertit sa fille du risque d'une vie carcérale. Maria refuse pourtant de renoncer à cette relation. Elle épouse Pablo en 1976. Elle n'a alors que 15 ans. Pablo a 26 ans au moment du mariage. Le couple aura 2 enfants. La source les nomme Juan Emanuela. Après la mort de Pablo, leur situation devient dangereuse. En 1995, Maria quitte la Colombie avec eux. Le cartel de Cali accepte finalement d'épargner la famille. Cette permission a toutefois un prix très élevé. Maria doit verser des millions de dollars en compensation. Elle négocie aussi directement la survie de son fils Juan. Certains craignent qu'il devienne le successeur de son père. Maria promet que la famille ne cherchera aucune vengeance. Elle promet également de rester loin du narcotrafic. La famille passe ensuite par le Mozambique. Elle séjourne aussi au Brésil. Elle finit par obtenir refuge en Argentine. Maria et ses enfants vivent alors sous de nouvelles identités. Pour subvenir aux besoins familiaux, elle travaille dans l'immobilier.
Elle y connaît même une réussite importante, et un associé finit cependant par découvrir son identité. Maria tente alors de s'enfuir. Elle est rapidement arrêtée par les autorités locales panzanas. Les médias argentins se saisissent de l'affaire. Elle passe 18 mois en détention. Les enquêteurs examinent alors précisément ses finances. Elle est finalement libérée faute de preuves suffisantes. Aucun lien illégal avec ses fonds n'est établi. Maria adopte ensuite le nom Maria Isabel Santos Caballero. Prend plus tard le nom Sébastien Marroquín Santos Andes. La famille continue de vivre à Buenos Aires. Le 5 juin 2018, une nouvelle affaire judiciaire apparaît Pitts. Un juge fédéral argentin accuse Maria et son fils. L'accusation concerne un possible blanchiment d'argent. 2 trafiquants colombiens sont également cités dans le dossier Pantaleon. Le juge ordonne la saisie d'environ $1 million chacun. Pendant ce temps, les biens d'Escobar restent au centre de conflit. Sa famille proche ne peut finalement pas les récupérer. Les profits du trafic deviennent des biens saisis par l'État. L'Hacienda Napol fait partie de ses propriétés. Après sa mort, elle est transférée par le gouvernement. Des familles à faible revenu en bénéficient selon la source. Le domaine devient ensuite un parc d'attractions. 4 hôtels de luxe entourent désormais l'ancien zoo. D'autres biens situés aux États-Unis sont également saisis. Mais toute la fortune d'Escobar n'est pas retrouvée. Il gagnait trop d'argent pour pouvoir le dépenser librement. Le blanchiment de ces sommes devient lui-même un problème. Une méthode consiste à acheter de l'or au Panama Pantaleon. L'or est ensuite fondu sous d'autres formes. Il peut alors être revendu ailleurs comme argent propre. Même cette solution ne suffit pas à absorber les revenus. Pablo commence donc à cacher physiquement des liquidités. Certaines sommes sont dissimulées sous des jacuzzis démontables. Des familles pauvres occupent parfois ces maisons sans le savoir. D'autres caches sont réparties dans plusieurs propriétés. Des découvertes inattendues continuent donc après sa mort. En 2020, son neveu Nicolas Escobar fait une découverte spectaculaire. Il trouve $14 millions dans un mur. La source évoque environ 266 milliards de roupies. D'autres sommes auraient été retrouvées dans d'anciens bâtiments du cartel Poncien. Mais l'argent n'est pas le seul héritage difficile. Pablo collectionnait aussi des animaux exotiques. Il possédait notamment 4 hippopotames à l'Hacienda Napolaise. Après sa mort, ces animaux sont difficiles à déplacer. Les autorités choisissent finalement de les laisser sur place. Elles pensent alors que les animaux finiront par disparaître. Le résultat est exactement inverse. Les hippopotames commencent à se reproduire rapidement. En 2007, la population atteint déjà 6 animaux. En 2009, plusieurs individus gagnent des zones habitées. Ils attaquent des humains et tuent du bétail. Un adulte surnommé Pépé est finalement abattu. Cette opération est autorisée par les autorités. Au début de 2014, environ 40 hippopotames sont signalés. La population pourrait encore doubler au cours des années suivantes. Des défenseurs de l'environnement veulent protéger ces animaux. Des travailleurs du tourisme soutiennent également leur présence. Mais leur expansion pose un problème croissant aux autorités. En 2021, le gouvernement colombien lance un programme spécifique. Il commence une stérilisation chimique des hippopotames. Ainsi, l'héritage d'Escobar reste à la fois matériel et humain. La source revient finalement à son paradoxe initial et associe une grande habileté commerciale à une brutalité extrême. Son empire produisit une réussite financière spectaculaire, mais ses conséquences touchent encore de nombreuses personnes et régions.